Bonjour et bienvenue à notre balado « Le cinéma, c'est au cinéma ». Troisième épisode, intitulé « Rencontre avec Laura Thierry et Mathieu Véraud ». Bonjour Guillaume, mon cher compère. Bonjour Marcel, ça va bien? Bien, merci, et toi? Ça va très bien, merci. Écoute, on a la chance d'avoir une belle rencontre aujourd'hui avec deux chefs d'équipe et projectionnistes du cinéma RGFM à Joliette. Donc, je pense qu'il y a lieu d'avoir une conversation intéressante pour se faire expliquer un peu c'est quoi des chefs d'équipe, puis maintenant des projectionnistes, parce que la dernière fois, on a parlé à notre ami Félix qui était le projectionniste numérique. Lui, il était dans les nuages. On va voir maintenant, quand on atterrit, qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais commencer par Laura. Laura qui s'est joint à notre équipe il y a déjà... un an et demi. Un an et demi déjà? Un an et demi, oui. Effectivement. Et je vais voir un petit peu ton appréciation du monde du cinéma. Oh mon Dieu, j'adore. J'adore. Puis, tu peux peut-être aussi nous parler un peu de ton parcours avant le cinéma? Comment ça a fait que tu es arrivé au cinéma, le travail que tu as fait? Est-ce qu'il y a des choses qui te passionnaient, qui ont fait que quand tu étais plus jeune, qui t'ont amené à ça? Oui, bien déjà, d'une, j'ai toujours adoré voir des films au cinéma avec mon papa. On y allait très, très, très souvent en France parce que j'habitais là-bas. Ensuite, on a déménagé au Québec, donc on s'est mis à voir des films aussi d'ici. Qu'est-ce qui m'a amené ici? C'est une anecdote, en fait. Je suis allée voir un film un jour qui s'appelle After, et malheureusement, le film était en anglais, donc il n'a pas parti. Et quand on est sorti de la salle pour se faire rembourser, les filles étaient un petit peu stressées et tout, et on m'a dit, on cherche du monde au cinéma. Et comme moi qui aime énormément les films, je me suis dit, pourquoi pas tenter? Hey, quel beau hasard! Excellent. On va y revenir à ton parcours. On va parler un peu aussi avec Mathieu. Et toi, Mathieu, y a-tu quelque chose qui a fait que tu es arrivé dans le monde du cinéma ou le cinéma à Joliette comme tel? Un peu résumer ton parcours avant? Oui, tout d'abord, merci de nous accueillir sur le balado. C'est très gentil, merci. Donc oui, en fait, moi, ça fait plus ou moins 7 ans que je suis au cinéma maintenant. Puis en fait... quand je suis rentré, j'avais un peu l'histoire de mon frère en tête, puis c'est lui un peu qui m'a amené à rentrer au cinéma parce que lui, dans le temps, il y a environ maintenant peut-être entre 10-15 ans, il était projectionniste au cinéma avec les projecteurs à bobine. Fait que lui, il m'a raconté toutes ces histoires, puis il y a une petite passion qui s'est créée en fait pour le cinéma, puis la production numérique, puis avec le temps, j'ai monté jusqu'à la projection avec mon plus grand bonheur, vis-à-vis ça. Et puisque tu parles de bobine et tout ça, est-ce que toi, donc ça fait 7 ans, on retombe à peu près 2025-2015, donc tu n'as pas connu les bobines. Est-ce que c'est quelque chose que tu regardes des fois, parce que les gens ne savent peut-être pas, mais on a gardé des projecteurs à pellicule. C'est-tu quelque chose que tu regardes un peu ou que ça fait partie de ta curiosité ou pas du tout? Oui, je dirais en fait... même si c'est une avancée, le numérique qui a fait extrêmement avancer le cinéma, là, puis c'est une bonne chose, j'avoue que j'ai un petit pincement au cœur d'avoir jamais vécu ça personnellement. Là, d'un, à cause des histoires, comme j'ai dit, de mon frère, mais aussi parce que je trouve que c'est un art vraiment spécifique pour les monteurs de bobines, de créer les films vraiment de toutes pièces. Évidemment, les problèmes étaient peut-être plus pénalisants quand ça arrivait, mais reste que la qualité visuelle des bobines, c'est quelque chose de spécial, là, 35 mm, puis tout ça... c'est assez unique comme cinéma, puis j'ai pas connu ça malheureusement, mais c'est de quoi que oui, une petite curiosité. Bien, absolument. J'ai personnellement vécu avec ça pendant plusieurs années. Effectivement, c'est très différent de voir physiquement la copie dans tes mains. Et même, tu pouvais regarder de très près, tu voyais l'image. Nous, on n'a pas connu 70 mm, mais ça existait. Donc, c'était un genre de 4K de ce temps-là. Mais tu as raison, ça apportait d'autres défis. Mais on peut encore, certains projecteurs, les voir dans nos cabines et même les partir. Je ne sais pas si tu en as déjà parti un juste pour voir. Non, même pas. On pourra le faire. Oui. On pourra le faire, tu vas voir. Très bien. Oui, absolument. Ah, ouais. J'en ai parti quelques-uns de temps en temps dans d'autres cinémas, puis ça fonctionne assez bien, mais c'est des moteurs quasiment de voiture. C'est des engrenages avec de l'huile. Okay. Donc, il fallait faire
vérifier l'huile, hein, tu t'en souviens? Il y avait 2 huiles, un pour le gearbox en bas pour le son, puis un pour un autre huile pour le projecteur lui-même, exactement. Mais ça fera partie peut-être des autres choses qu'on pourra explorer. Tu veux-tu? Ben oui, puis je voulais aussi signaler à Mathieu et à Laura que si on peut avoir une salle ISX avec un écran à dimension pareille, c'est dû au numérique. Du temps du 35 mm, ça aurait été impossible. Il aurait fallu avoir du 70 mm et les copies étaient excessivement rares et dispendieuses. Donc, ça a donné la chance, dans un certain sens, à pouvoir améliorer l'expérience en salle de cinéma, le numérique. Mais oui, M. Nolan ne jure encore que par la pellicule et le 70 mm dans les films. Comment je dirais, donc, la norme la plus haute étant ça, parce que le 70 mm, c'est à peu près 3 à 4 fois le 2K là, en tant que résolution. Mais bon, c'est tellement onéreux qu'il n'y a plus de copies à propre. Exact. Et puis, c'est ça, c'est un enjeu scientifique, hein, littéralement, où on a changé notre support. Les gens, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on n'est peut-être pas trop comme ça dans la famille du monde du cinéma, mais on a littéralement changé le cœur de l'entreprise. C'est comme si vous arrivez, vous avez des stations à essence, puis vous vendez d'autres choses que de l'essence maintenant. Exactement. Donc, c'est quand même un gros changement. Puis, et c'est pas parce que les clients n'aimaient pas ça. Donc, oui, des copies pouvaient graffiner de temps en temps, mais on a vraiment changé pour une raison qu'on va se dire monétaire, où ce que les fournisseurs économisaient beaucoup d'argent. Ça coûtait près d'1 milliard par année à fournir des copies. C'était énormément d'argent. Oui, absolument. Fait que c'est la petite histoire. Mais on va revenir à vous. Laura, tu peux peut-être un peu décrire tes fonctions dans l'entreprise. Tu as quand même... plusieurs chapeaux, tu es dans le bureau aussi. Exactement. De temps en temps. Je touche à tout. J'aime toucher à tout. L'administration, la gestion, projection un peu avec Mathieu, caisse, resto, en bas, aussi beaucoup avec les clients. Je touche à tout. Tu touches à tout. Puis c'est quoi dans ton travail, y a-tu des choses que tu aimes plus que d'autres, plus toucher, plus... je dois dire projection. Projection, OK. Administration aussi, que je fais un petit peu de temps en temps. Là, mais projection, j'adore ça. Et puis là, au niveau de la projection, ça fait-tu longtemps? Non, ça fait combien de temps à peu près? Je dirais 3 mois et demi maximum. Oui, un peu. OK, fait que t'es encore là, tu peux quand même fonctionner, faire arrêter, partir un film, ingérer, ainsi de suite. Exactement, et j'ai le meilleur à côté de moi pour m'apprendre. Parfait, puis on va aller justement, parce que tu nous donnes la balle au bon. Mathieu, peut-être un peu... Oui, fait que de prime abord, moi et Laura, on est gestionnaires, c'est-à-dire qu'on aide dans le fond notre directrice en ce moment, avec l'équipe en avant, donc tout ce qui est service à la clientèle, occuper les employés, s'assurer qu'il y ait un bon roulement en avant, c'est la priorité dans notre tâche de gestion. Ensuite de ça, nous, on a quelques tâches de plus, dont la projection, c'est-à-dire une fois par semaine ou un peu plus, peut-être 2 semaines, on reçoit les films. Donc, nous, on doit s'assurer que les films fonctionnent bien pour les clients lors de la diffusion, en fait. On monte aussi tout ce qui est les shows qu'on appelle, c'est-à-dire toutes les bandes-annonces, tester que tout va bien, que ce soit autant les bandes-annonces de films que les bandes-annonces de clientèle, c'est-à-dire des commerces qui veulent publiciser. Puis après ça aussi, on s'occupe un peu de la maintenance des projecteurs, donc les trucs un peu plus légers qui ne nécessitent pas nécessairement un technicien plus formé. On peut régler certains problèmes. Laura est en formation présentement pour ça, parce que niveau film, comme elle a dit, ça va super bien. Puis non, ça résume pas mal bien, s'occuper que toute la mécanique des projecteurs soit correcte et surtout les films. Excellent. Et de ton côté, est-ce qu'il y a des choses qui vont te titiller un petit peu plus par rapport à l'emploi général? Est-ce que c'est un peu comme la projection? Ou... Oui, mais j'irai plus loin dans la projection. Ce que j'aime beaucoup, c'est la relation que j'ai pu développer forcément avec les distributeurs de films, mais aussi ceux qui s'occupent à l'externe du cinéma, peut-être de s'occuper qu'on ait reçu nos trucs et tout ça. Souvent, c'est des relations avec des plus grosses compagnies. Puis j'aime le petit challenge un peu que ça donne, des fois la barrière linguistique aussi, vu qu'il y a beaucoup d'anglophones dans ce domaine-là. Absolument. Moi, c'est un aspect que j'adore, en fait, aller discuter avec ces personnes-là, puis des fois résoudre des problèmes. Voilà. Il faut comprendre, Mathieu a raison, il faut comprendre que les distributeurs
donne des clés pour pouvoir démarrer les projecteurs, pour pouvoir que le film soit autorisé à le montrer en public. Donc, il faut être sûr à ce moment-là d'avoir importé et que la clé soit fonctionnelle, que la date soit la bonne, et de monter un programme aujourd'hui, c'est effectivement le mettre en séquence, quelle bande-annonce ou quelle annonce carrément qui va être présentée dans quel ordre et tout ça. Et souvent aussi, Samuel qui met en ligne les films pour que les bandes annonces soient sur les bons films, pour que des films d'horreur ne soient pas présentés avec des films pour toute la famille. Exactement. Donc, il y a tout un suivi qui se fait avec ça. Donc, c'est important parce que c'est vrai que les projecteurs, comme le disait Félix, les projecteurs partent tout seuls à l'heure donnée, mais il y a bien d'autres choses à faire pour que ces fameux projecteurs-là puissent partir au bon moment. Donc, Mathieu nous a très, très bien expliqué l'importance de pouvoir créer, en bon français, des playlists. Quelque chose comme ça. Exact. Puis ça me faisait penser ce que tu disais par rapport à la langue. Une anecdote intéressante. Les gens peut-être se rendent un peu moins compte, mais le Québec fait partie de ce qu'on appelle le marché domestique du cinéma. Donc, c'est Canada, États-Unis, ça sort toujours en même temps. Et on se rend pas compte, mais évidemment, on est pas mal tout seul à parler en français dans l'Amérique du Nord. Oui. Et je me souviens d'un exemple, j'avais été à Las Vegas dans une convention de cinéma, puis le type avait passé une bonne heure avec moi pour me présenter un projet de publicité, puis je trouvais ça intéressant. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, l'avez-vous en français? Oh. Et là, il a fait « Oh my God! » Et ça s'est terminé là. Il n'y a jamais eu de suite par rapport à ça. Il avait juste jamais pensé parce que c'était pas un enjeu, mais que, évidemment, pour nous, autant la présentation des films, certains cinémas peuvent présenter en anglais, mais on s'entend que c'est 95% de nos films sont présentés en français. On a une clientèle francophone. Donc, c'est effectivement un point important quand on arrive à discuter puis à avoir l'anglais un peu plus facile, mais ça permet des opportunités parce que tous les supports et les gens qui travaillent sont soit à Toronto ou aux États-Unis, absolument. Ouais. Et je voulais également demander à Laura l'importance pour la gestion, à savoir qu'on a le bon nombre d'employés au bon endroit. Exact. Qu'on doit aussi approvisionner les comptoirs à rafraîchissement pour être sûr que tout est là. Exactement, passer les commandes, que tout soit bien en ordre, s'assurer que tout est en place, en fait, qu'il ne manque absolument rien. Donc oui, on gère ça aussi. C'est ça. Et on gère le nombre d'employés selon la fréquentation, j'imagine. Exactement, oui. Oui, c'est ça. Est-ce que le fait, les préventes de billets, est-ce que ça a un impact sur ce qui va déterminer le nombre d'employés par représentation? Oui, je dirais que oui, quand même pas mal. Oui. Ça dépend des journées aussi, mais plus il y a de préventes, plus on s'attend à ce qu'il y ait plus de monde et on se base là-dessus pour les employés. Exactement. Ah, excellent. Donc, c'est un atout de plus qu'on n'avait pas auparavant. Non, effectivement, mais c'est de quoi aussi les préventes qui ont été fortement encouragées. J'aimerais ça dire que c'est à cause des films Marvel. Étant donné que c'était des films extrêmement attendus, les gens achetaient en prévente par-dessus la tête. Des fois, on pouvait quasiment vendre des salles complètes juste en prévente. Ouais. Fait que c'est sûr que cette habitude-là, c'est gardée, même si les films Marvel ont nécessairement étiré le temps avec toutes les mesures qui est arrivé entre-temps, mais ça reste une habitude qui s'est conservée. Fait que c'est devenu un outil assez utile pour nous niveau prévention des employés, de la préparation, tout ça. Oui, parce qu'auparavant, un des seuls critères qu'on avait, c'était le soleil ou la pluie. Exact, c'est vrai. Plus il pleut et plus il y a de monde, c'est vrai. Effectivement, parce qu'il y a plusieurs années, il y avait un site Internet, mais c'était pas comme aujourd'hui, tu ne peux pas acheter en ligne. Mais effectivement, tu avais une idée quand les téléphones sonnaient plus souvent, mais je me souviens du temps de Titanic. En 1997 où on avait tellement... Mais là, il y avait de la prévente parce que les gens étaient sûrs que le film allait être vendu puis on coupait les préventes tellement qu'on n'était pas habitué de le faire. Okay. Alors, juste de m'imaginer que Titanic sorte en 2025, j'arrive pas à m'imaginer comment ça pourrait être aussi populaire parce que maintenant, ben, vous le savez, on peut jouer des films dans plusieurs salles. La copie est dématérialisée. Oui. Avant, c'était une copie physique, donc c'est enroulé, c'est embobiné, là, comme vous avez sûrement pu le voir. Mais avant,
tout ce qui est le concept de prévente n'existait pas, à part évidemment avec Titanic, mais effectivement, c'est un outil qui est très, très, très utile. Oui, exactement. Il est quand même assez important aujourd'hui, là, on se base énormément là-dessus. Là. Ouais, ça... Et d'ailleurs, pour les gens qui suivent l'actualité, c'est des choses sur lesquelles on se base pour faire des prévisions, d'ailleurs, aux États-Unis, parce que, évidemment, plus la ville est grosse, plus le nombre de personnes vis-à-vis le nombre de bancs disponibles va être pas déséquilibré, augmente exactement. Alors, évidemment, ça crée un effet de rareté. Ouais. J'aimerais ça passer à un autre sujet, parler de vos passions hors du cinéma. Laura, est-ce que tu as des sujets? Je sais que tu aimes beaucoup des spectacles de musique, tu aimes le cinéma. Exactement. Tu me parles souvent de titres de films français qui ne sont pas nécessairement les mêmes au Québec. Exactement, c'est un petit peu différent France-Québec. Là. Ici, on en joue moins, ce qui est un petit peu normal. Il faut prioriser aussi le Québec. Mais ouais, cinéma, musique, j'adore. Ouais, c'est pas mal mes deux passions. Lecture aussi. J'aime beaucoup aussi. T'aimes la lecture? Oui, exactement. J'ai su aussi que tu as un fils qui s'appelle Benjamin. Oui, un petit garçon de 5 ans qui s'appelle Benjamin, qui adore aussi les films, qui adore la musique et qui adore aussi les petits livres, comme sa mère. Pareil comme sa mère. Est-ce qu'il vient au cinéma des fois? Oui, il vient au cinéma. Le dernier film qu'il a vu, c'est Moana 2. OK. Qu'il a adoré. Là, d'ailleurs, ce week-end... il me reparlait, il dit « Maman, je vais retourner au cinéma voir Moana. » Je lui ai dit « On ira la semaine prochaine. » Allez, il y a Super Chien qui vient de sortir récemment. Oui, je lui ai montré avant l'annonce. On va sûrement aussi aller le voir. Puis Paddington. Paddington, dans quelques aussi, semaines, absolument, qui est quand même très attendu. Oui, ça aussi, hâte de voir ce film-là. Mais petit dessin animé, on y va. Puis on me disait aussi que tu aimais aussi beaucoup faire des activités en famille. Oui, exactement. Moi, je suis toujours... comme je dis, moi, la plupart de ma famille est en France. J'ai mes parents ici avec un de mes frères et une de mes sœurs et on est très, très souvent ensemble. Okay. On part en vacances le plus possible ensemble. On fait tout ensemble. Les apéros, typiquement français. Non, on est très, très unis. Mais on est tout seul ici aussi, donc on a comme un lien qu'on dit comme assez unique. Oui. Donc, on est très proches. Est-ce que vous avez en famille une réalité, mettons par exemple les repas, est-ce que c'est beaucoup plus tard que ce qui est socialement normal au Québec? Exactement. Ou est-ce qu'on soupe on dîne à 5h30 le soir ou à 6h maximum? À 4h30, c'est l'heure du goûter. Donc, non, on soupe toujours vers, comme les Français, vers 19h, 18h30, 19h. Là. Okay. Des fois, le jeudi, vendredi, ça s'étire. La fin de semaine aussi, des fois, c'est 20h parce qu'on prend justement l'apéro un petit peu avant. Puis on faisait des blagues un peu sur les titres de films en français parce qu'il y a beaucoup de films en France qui sont traduits par un autre titre anglais. C'est-tu quelque chose qui t'avait marqué? Oui, un des films, on en a parlé, je pense, la semaine dernière. Celui qui m'a plus fait rire, c'est... Lendemain de veille ici, vous, c'est Hangover. Et nous, en France, c'est Very Bad Trip. Oui. Ça, c'est assez... Very Bad Trip. On a changé ça. Mais oui, c'est impressionnant. Comme Moana. Oui. Moana, en France, c'est Vaiana. Vaiana, exactement. Partout dans le monde, c'est Moana. Mais en France, ils ont décidé de mettre Vaiana. Voilà. Pourquoi, je ne sais pas. Probablement qu'il y a des choix culturels ou qui font qu'ils doivent penser que ça doit être mieux pour eux autres. Absolument. Il y a deux beaux prénoms. Au Québec, on a beaucoup l'approche traduction mot pour mot. Donc, on fait souvent, on prend le titre, puis on le traduit mot pour mot, quitte à des fois perdre un petit peu le sens, d'où vient l'expression « lost in translation ». Donc, ça peut arriver, c'est normal. Il y a des fois des blagues. Des fois, par exemple, dans des mix français, ils essayent peut-être moins maintenant, mais avant, il essayait de refaire une blague anglophone qui avait un enjeu culturel qui avait moins d'importance ou qu'on comprenait moins. Tandis qu'au Québec, on parlera pas, mettons, s'il parle de Donald Trump, de François Legault. Là, non, exact. Je ne vais pas faire de politique, là, mais je parle juste d'un exemple où d'un sport, on ne changera pas de sport, on va garder la même chose au Québec. C'est comme en France. Comme je dis, on traduit certains films, mais aussi on garde aussi des fois certains titres en anglais. Donc, c'est quand même assez mélangé pour les deux, là. Donc, même les séries, quand on parle, mettons, de séries, tout ça, c'est en anglais qu'on les dit. Merci. Toi, Mathieu, j'ai entendu dire que tu avais une passion pour le paranormal. Tout à fait. Oui, en fait, ma passion pour le cinéma vient aussi du fait que j'adore tout ce qui est vidéographie. Photographie aussi, c'est un loisir qui est devenu un passe-temps très important dans ma vie. Puis ça s'est surtout focalisé sur le paranormal, effectivement. Donc, si je suis pas au cinéma, je vais être soit devant mon écran à faire du montage vidéo ou sur la route à aller dans les places les plus hantées
soit du Canada ou des États-Unis pour l'instant. Peut-être plus tard en Europe, éventuellement. Exact. Mais pour France. l'instant, on se concentre sur tout ce qui est accessible en auto. Et en termes de visite paranormale, y a-tu un endroit précis que tu as visité qui t'a marqué un peu plus que les autres? Oui, je dirais j'en ai deux. Une que c'est parce que c'est un lieu culte de film, justement. Puis la deuxième pour l'endroit qui est moins connu, mais son importance dans la communauté paranormale, je vais dire vraie, moins cinématographique. Donc la première, ce serait la maison du film La Conjuration. OK. Donc la vraie maison qui a inspiré le film. J'ai pu aller faire un tour, passer 2 heures là-bas. C'est assez spécial quand tu sais que techniquement c'est inspiré d'histoires vraies. Fait que ça, c'est assez unique de faire le tour avec les propriétaires de la maison, puis tous ceux-là qui s'occupent de raconter la vraie histoire derrière le film La Conjuration. C'est assez unique. Ça doit être impressionnant. Ouais, ça a été un trip assez le fun. Puis la deuxième, ça serait dans l'État de New York. Ça s'appelle la Hinsdale House, à cause de la ville, Hinsdale, qui est une maison qui a inspiré certains films d'exorcistes. Fait que pas le film principal d'exorciste, mais d'autres qui ont suivi par après. Puis c'est une ambiance assez incroyable quand tu passes une nuit là-bas. C'est dans les montagnes, bien isolé, pas de réseau. Puis t'es là pour qu'il se passe des choses, tu sais. Ouais. C'est assez spécial. Fait que ce serait les deux places que je dirais qui m'ont marqué. Intéressant. Puis on me disait que tu avais une chaîne YouTube que tu publiais des vidéos par rapport à... Oui, tout à fait. C'est anglophone, malheureusement, puisqu'on se rend majoritairement aux États-Unis. Mais oui, c'est Outcast 3, si jamais. Mais oui, tout à fait. On est rendu, je pense, à notre 2e année, si je ne me trompe pas. On a passé le cap de 1 an en octobre. Puis on a une dizaine de vidéos sur les lieux les plus hantés qu'on a visités jusqu'à maintenant. Puis il y a beaucoup d'autres à suivre, dont sur la ville de Gettysburg aux États-Unis, qui est une ville assez poignante pour la guerre civile aux États-Unis. Méconnue, beaucoup, mais l'histoire est assez fabuleuse à raconter. Ah, super. Bien, c'est un parcours très intéressant. J'ai personnellement toujours été passionné par les films d'horreur. Tu en sais quelque chose, Marcel. Je veux pas ramener ça à moi, là, mais j'ai fait beaucoup... Oui, bien, je peux la raconter parce que c'est vrai. Guillaume étant au cégep en cinéma, il y a eu, comment je dirais, pas un devoir, mais une obligation de réaliser chez nous la scène dans le fameux film d'Alfred Hitchcock, Psychose, la scène de Psychose dans la douche. Ça s'est passé au 2e étage chez moi. C'était assez particulier, mais je dois dire qu'une fois qu'on a vu le résultat à l'écran, bravo Guillaume, déjà tu montrais ton talent à l'époque. Oui, on va passer vite là-dessus, mais effectivement, je pense que mes parents ont compris c'était quoi la différence entre écouter une scène d'action et la tourner. Parce qu'à un moment donné, papa et maman commençaient à être tannés en titi qu'on soit dans la douche à faire couler l'eau chaude. Il y avait, je pense, 120 plans dans cette scène-là, donc juste à tourner 120 plans, c'est très, très long. Exactement. Donc oui, effectivement, c'est aller dans des endroits qui sont liés à des souvenirs ou des films ou des histoires. Ça doit être particulièrement intéressant et déstabilisant, j'imagine. Puis j'imagine que tu vas continuer de le faire, t'ouvrir la porte à aller en Europe éventuellement. Oui, tout à fait. Si la vie nous le permet, évidemment, c'est des plans, mais oui, dans le fond, nous, on cherche à se prouver. Si c'est vrai, en fait, le paranormal, tout part de là. Donc, tout ce qu'on fait est juste notre expérience qu'on vit là-bas. Donc, toutes nos émotions qu'on vit, on n'est pas des acteurs. Où est-ce que je vais en venir, c'est ça. Donc, tout ce qu'on vit, c'est vraiment nous qui réagissons à ce qui se passe. Donc, c'est ça qui est aussi drôle qu'intéressant, j'aimerais ça dire. Ouais. Puis pour avoir vu aussi certaines vidéos de Mathieu, c'est aussi très impressionnant à regarder. Pour vrai, c'est très, très intéressant. De rien. Eh bien, écoute, ça a été une entrevue des plus intéressantes. Merci à vous deux d'avoir accepté de participer à notre balado. Merci encore à mon fidèle Guillaume. Merci à toi. Et puis, écoutez, on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Et là, Guillaume, je te donne déjà un petit cue, là, si tu veux. On va essayer d'avoir un petit peu tes prédictions pour 2025. Et en plus, là, on va mettre notre fameux ciné-quiz de l'avant sur les répliques célèbres dans le monde du cinéma. J'adore. Oui, j'espère que je vais faire mieux que la dernière fois où j'avais un résultat plutôt mitigé, mais je vais faire de mon mieux. Mais à ta défense, écoute, les chansons les plus célèbres dataient il y a
fort longtemps. On peut comprendre que c'était un peu moins de ton époque. Donc, encore merci à vous deux d'avoir été des nôtres. Merci à vous de nous avoir accueillis. C'est un grand plaisir. Puis on espère que vous restez encore longtemps parmi l'équipe RGFM. Vous faites un bon travail. On en est très satisfaits. Bravo. Merci, c'est très gentil. D'accord. Et puis, écoute, pour nous deux, mon cher Guillaume, on se revoit bientôt dans le prochain épisode du cinéma. C'est au cinéma.